Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Et ce mois-ci, alors on va s'intéresser aux moyens pour construire une reprise qui soit à la fois durable et inclusive. Quels sont les leviers d'action véritablement des entreprises à ce sujet? Est-ce qu'on peut tout circonscrire à la RSE? Est-ce que l'entreprise à mission est une fin en soi? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités tout de suite dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis avec Sylvain Ferrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de GoJob et également président du Campus de l'Inclusion. Alors, le Campus de l'Inclusion, c'est un programme qui accompagne justement les dirigeants d'entreprises dans la mise en place de leurs pratiques inclusives. Alors, puisqu'on parle de reprise durable et inclusive, selon vous, quelles sont les conditions déjà pour que la reprise qui s'amorce là en ce moment, elle soit à la fois durable et inclusive ? Je vais vous prendre un exemple pour commencer de GoJob. GoJob est donc une agence d'intérim digitale dont la mission est de permettre l'accès à l'emploi à tous sans discrimination. Et pour vous donner un peu un exemple concret, on a par exemple une personne qui s'appelle Jade, qui était sans emploi depuis 6 mois et qui avait 22 ans et qui a commencé à travailler avec nous il y a à peu près 1 an, pendant la crise. Jade, via GoJob, a pu trouver un emploi en 3 clics. Elle a pu on lui a posé des questions pour lui demander quels étaient les secteurs qui l'intéressaient et quel plan de carrière elle voulait faire. Deuxièmement, elle a pris une photo de son CV et on a pu, grâce à notre moteur d'intelligence artificielle, lui proposer des jobs par rapport à ce qu'elle voulait. Et ensuite, elle a pu postuler et commencer au job. Et une fois qu'elle a commencé à travailler, là, il y a 3 choses qu'on a mis à sa disposition et qui vont permettre qu'elle puisse rester durablement dans le job. D'une part, on lui permet d'être payé à la journée. Donc, on a une application qui s'appelle MyCash qui vous permet de finir votre journée de travail et d'être payé. Secondo, et de ne pas donc attendre la fin du mois. Exactement, de ne pas attendre la fin du mois. Donc ça vous permet d'être payé à la journée dès que vous en avez besoin. Deuxième chose super importante, c'est la formation. On lui donne accès à la formation durant sa période de travail et entre ses périodes de travail. Donc ça va lui permettre d'augmenter en compétences et d'augmenter son employabilité. Et finalement, on lui donne accès à un recruteur avec qui elle va pouvoir parler chaque semaine pour justement parler de comment elle veut évoluer dans sa carrière. Donc pour synthétiser, en fait, je prends l'exemple de Jade, mais pour une reprise durable, il faut qu'on arrive à continuer à recruter des Jades, lui donner des opportunités de travailler et des opportunités de progresser. C'est uniquement sur le plan de l'humain que vous voyez cette durabilité ou au contraire, il faut aller sur tous les terrains RSE aussi qu'on entend largement en ce moment et encore plus depuis cette crise sanitaire? Évidemment, il faut aller sur les 2 champs, à la fois social. Nous, c'est vrai que dans les 2 champs sur lesquels je travaille, à la fois avec la casquette GoJob et la casquette du campus, on est éminemment sur le social, mais évidemment qu'il faut aussi aller sur le côté écologique et de plus en plus d'entreprises s'en emparent. Comment est-ce que vous voyez la place des entreprises finalement? Elles doivent être tête de pont de ce changement-là et de ces changements-là puisqu'ils sont multiples, ou alors il faut qu'il y ait quand même à un moment donné une impulsion politique aussi? Je pense que, évidemment, le gouvernement doit et peut faire des impulsions politiques sur des sujets. Je vais vous prendre un exemple concret. Le gouvernement a lancé pendant la crise le plan Un jeune, une solution, ouais, qui est un portail qui permet à tous les jeunes qui cherchent un emploi d'aller chercher une offre d'emploi rapidement. Et ben nous, avec le côté GoJob, on a mis 10 000 offres d'emploi sur le site Un jeune, une solution qui ont permis justement à beaucoup de moins de 26 ans de trouver un emploi. Donc évidemment, pour répondre à la première partie de votre question, il faut se saisir des opportunités que le gouvernement propose et accélérer là-dessus. Néanmoins, on en est convaincu, l'entreprise est là où les gens travaillent. Donc si on n'utilise pas l'entreprise comme un véhicule pour permettre d'inclure des gens de manière durable, on n'y arrivera pas. Et donc nous, vraiment, notre leitmotiv, à la fois chez GoJob et avec le campus, c'est comment permettre aux entreprises d'accueillir des personnes éloignées de l'emploi. Justement, vous accompagnez, vous le dites très bien, au sein du campus de l'inclusion, les chefs d'entreprise qui souhaitent en place mettre ces politiques. Quel est l'état d'esprit global de ces chefs d'entreprise sur ces sujets-là? Alors j'imagine que ceux qui viennent vous voir, ils sont déjà largement convaincus, mais au global, qu'est-ce que ça représente par rapport à la multitude de chefs d'entreprise en France notamment? Ce qui est très intéressant, ce qu'on a noté avec le campus de l'inclusion, c'est qu'avec la crise, et là je vous parle plutôt de l'année dernière pendant la crise, on a eu un peu une scission des dirigeants d'entreprise par rapport à la crise. Une partie sur le sujet de l'inclusion. Une partie se sont dit, c'est la crise, je dois gérer la crise et je vais m'occuper de ces sujets d'abord.
Et d'autres, et c'est ceux avec lesquels on travaille, se sont dit ça n'a jamais été aussi important et ça ne sera jamais aussi important de travailler sur l'inclusion et on va mettre les bouchées doubles. Et d'ailleurs, au campus, on a cru x5 pendant la crise, ce qui montre bien qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui sont intéressés par ces sujets-là. Vous avez combien d'adhérents là pour l'instant? Donc aujourd'hui, cette année, avec le campus de l'inclusion, on va accompagner 500 dirigeants à l'inclusion et notre objectif, c'est d'en accompagner 10 000 dans les 2 prochaines années. Et alors, on va le dire, vous êtes assez jeune, hein, vous avez été créé en 2019, c'est ça le campus? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des différences sur la sensibilisation des chefs d'entreprise en fonction de la taille ou en fonction des secteurs? Ce que je vous propose, c'est que je vais vous expliquer un petit peu le programme du campus. Le campus, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des groupes de 15 dirigeants sur un territoire, donc par rapport à Lille. Et pour répondre à votre question, on va prendre des dirigeants de tout type de taille d'entreprise. On va prendre des PME, on va prendre des entreprises de taille moyenne et on va prendre des grands groupes. On va les mettre ensemble pendant 6 mois, on va se rencontrer 4 fois et pendant ces 4 rencontres, on va les inciter à passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire passer à l'action? Parce que je pense que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire aujourd'hui pour faire plus d'inclusion, c'est-à-dire pour accueillir plus de personnes éloignées de l'emploi dans leur entreprise? D'une part, ils peuvent recruter ou former. C'est le levier le plus évident. C'est-à-dire vous pouvez recruter, par exemple, des jeunes apprentis du lycée professionnel à côté de là où vous êtes. Ça, c'est un levier. Mais vous n'avez pas que ça. Et c'est pour ça qu'on a le campus, pour bien montrer les différentes dimensions. Vous pouvez aussi utiliser vos achats. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je vais regarder toutes les prestations d'achat dans mon entreprise. On sait que 50% du CA d'une entreprise, c'est les achats. Et dire, par exemple, mes plateaux repas, je vais les acheter à une entreprise qui embauche que des personnes handicapées. D'accord. Ça s'appelle les entreprises adaptées. Du coup, vous allez avoir le même plateau repas, mais vous allez permettre de faire travailler des personnes handicapées. Donc ça, c'est un deuxième levier, souvent peu utilisé par les entreprises. Troisième levier, c'est le partage. Et là, c'est soit vous décidez de financer une association qui fait de l'inclusion, d'accord? Donc par exemple, Cuisine Mode d'Emploi, qui forme... Oui, je connais très bien. Ah, vous connaissez? Ouais. Donc voilà, donc Cuisine Mode d'Emploi, qui pour... les autres personnes, prend des personnes migrantes et leur fait faire des plats de cuisine et ensuite font du catering pour les entreprises, vous pouvez financer cette entreprise. Ou, autre levier important au sein de Partager, vous pouvez utiliser le mécénat de compétences. C'est-à-dire, vous pouvez dire, mes employés de mon entreprise sont une richesse. Pourquoi ces employés, par exemple, ne prennent pas une journée par mois pour faire du mentorat auprès de demandeurs d'emploi pour les préparer à des entretiens d'embauche? Donc ça, c'est le troisième levier. Et le dernier, et j'irai rapidement sur celui-là, c'est l'innovation. C'est de se dire, on ne va pas attendre qu'un dispositif vienne à moi, mais je vais innover, comme nous on l'a fait par exemple chez GoJob, avec l'algorithme qui permet de proposer une offre d'emploi selon vos compétences et du coup à trouver un job en 3 clics. Merci Sylvain Ferrière d'avoir posé le cadre de ce débat qu'on va poursuivre tout de suite avec 2 chefs d'entreprise. On poursuit cette discussion autour de la relance durable et inclusive en compagnie toujours de Sylvain Ferrière, président du campus de l'inclusion et directeur général adjoint de GoJob. Caroline Hillier-Lebranchu nous a rejointe, présidente directrice générale de la Belle-Illoise. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, partenaire de cette émission. Bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier, justement en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous vous sentez concerné, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez concerné finalement par ces questions de reprise durable et inclusive? Alors, on se sent concerné d'une part vis-à-vis de la responsabilité de l'entreprise et la conviction aussi que toute croissance dans le futur doit être inclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement être sur la performance purement financière. On doit aussi prendre en compte les personnes qui sont laissées sur le bord de la route, prendre en compte l'environnement, parce que le système aujourd'hui fonctionnera s'il y a cet équilibre. Et donc, c'est à la fois, je pense, l'intérêt bien compris de l'entreprise d'évoluer dans un système qui est stable, ou en tout cas qui fait en sorte que tout le monde se retrouve dans cette croissance. Et c'est aussi un engagement moral du chef d'entreprise, parce qu'on ne se voit pas du tout comme une île isolée du reste, et on sait très bien qu'on doit avoir notre contribution. Et on ne peut pas demander aujourd'hui aux entreprises d'avoir une place importante dans la société, de faire en sorte que les politiques prennent en compte nos contraintes, faire en sorte que les écoles forment nos futurs collaborateurs, et nous, en retour, pas se dire « oui, mais moi, je dois rendre quelque chose et je fais partie de ce tout ». Donc c'est un impératif bien compris de développement pérenne et un impératif moral. Caroline, vous le voyez de la même façon, c'est-à-dire finalement le chef d'entreprise a une responsabilité au sein de la société en général ?
Alors, tout à fait, complètement aligné sur ce que vient de dire Pierre-Olivier. C'est vrai qu'il y a un impératif économique. Je dirais même que faire du développement durable et de l'inclusion, c'est, on va dire, une question, on en a besoin. Et on pourra dire pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Mais c'est aussi une question de conviction personnelle. Là, moi, j'estime que le chef d'entreprise doit faire sa part plus que les autres, puisqu'il a à sa main un levier qui est l'entreprise. Et quelque part, s'il n'utilise pas l'entreprise pour faire du bien, entre guillemets, c'est immoral. C'est notre responsabilité, parce que qui d'autre peut le faire qu'un chef d'entreprise, d'impulser de donner une impulsion forte pour aller dans ce sens. Alors nous, c'est vraiment dans nos valeurs, dans notre entreprise à la Belliloise, puisque c'est aussi notre mission. On a la mission d'utiliser l'alimentaire, moi j'en suis convaincue, pour faire du bien à la santé, du bien à la planète, mais aussi avoir du plaisir, parce qu'on n'est pas obligé de se flageller pour, c'est pas incompatible. Manger bien et bien pour la planète. Mais du coup, ça va aussi avec le rôle plus large, social, donc avec nos collaborateurs et nos non-collaborateurs. Au sein de nos territoires, on a un rôle à jouer dans nos achats. Vous parliez tout à l'heure d'achat, mais à qui on achète, comment on achète et quel impact ça a sur la planète, quel impact ça a sur les gens qui travaillent sur ce territoire. Donc oui, on a ce rôle très fort. Et nous, chefs d'entreprise, avons entre guillemets le pouvoir, même s'il est limité, mais de donner une impulsion forte. Ça n'empêche pas de rester compétitif et rentable, Sylvain Ferrière ? Je pense que GoJob est un exemple intéressant, c'est-à-dire que nous, on est dans le recrutement, donc on est vraiment au cœur de ce sujet de l'inclusion. Chaque personne qu'on recrute a un impact social quelque part, parce qu'on a permis de réinsérer une personne. Pour rappel, sur les 30 000 personnes qu'on va faire travailler cette année, les 2/3 étaient au chômage avant de travailler et 1/3 étaient au chômage depuis plus de 6 mois. Donc nous, on a vraiment un alignement quelque part entre notre rôle économique et le rôle social. Et moi, j'encourage, et c'est un mouvement qui croit le plus en plus, toutes les entreprises à faire de même. On voit aujourd'hui la création des labels ESS, entreprises sociales et solidaires, nous on en fait partie, ou d'autres labels comme B Corp, auxquels on est aussi en train d'adhérer en ce moment, qui permettent justement l'alignement entre vos objectifs économiques et vos objectifs ou vos impacts sociaux. Et moi, je pense que c'est vraiment ça la direction qu'il faut qu'on le prenne. Et je finirai par dire que je pense que la jeune génération nous pousse à faire cela. Elle est très, très consciente par rapport à la fois aux défis sociaux et aux défis environnementaux. Et nous, on se sert un peu des jeunes au sein de l'entreprise pour nous aider à pousser plus loin là-dessus. Les labels, par exemple, c'est quelque chose que vous regardez, Pierre-Olivier, ou pourquoi pas, alors j'ai pas forcément prévu d'en parler comme ça, mais d'aller jusqu'à l'entreprise à mission ? Alors oui, les labels, c'est quelque chose qu'on regarde. Ce qui est certain, c'est que nous, on est assez convaincus chez Manutan qu'il faut mettre ces sujets de responsabilité environnementale, de responsabilité sociale au cœur du business model. Pourquoi ? Parce que sinon, effectivement, dès que l'économie va mal, ce sont des sujets qu'on arrête. Et donc, il ne faut pas les voir comme périphériques, il faut progressivement les mettre au cœur du modèle. Alors, je prenais un exemple, on discutait tout à l'heure, on va lancer un mobilier de bureau qu'on fabrique avec Ares, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et qui est composée de matières recyclées. Et en fait, on voit là que c'est à la fois une économie, parce que c'est en plus un bureau qu'on a designé pour nos clients, qui est intéressant, qui répond aux problématiques du télétravail. On fait travailler des gens de l'économie sociale et solidaire, et c'est de l'économie circulaire. Donc à partir du moment où on le met au cœur de ce modèle, on a quelque chose de pérenne. Et donc je pense que les labels, pour revenir à votre question, peuvent permettre de s'assurer justement, comme tu disais, qu'on a un alignement entre la mission de l'entreprise, ses impératifs économiques, sa stratégie, ses collaborateurs, et donc que c'est bien que ça se distille dans l'ensemble de l'entreprise. Caroline, quelles sont les actions que vous mettez en place concrètement, par exemple ? Alors, on mène beaucoup de choses. Alors, sur ce qui a été dit, nous, on a aussi redéfini notre mission et on s'est posé la question de jusqu'où on va et à quoi ça sert. Et en fait, pour être provocatrice, moi, je dis, les labels, en fait, je m'en fiche. Ce dont je ne me fiche pas, c'est ce que l'on fait vraiment. Quelles sont les actions que l'on prend au quotidien dans notre entreprise et qui sont la preuve, on va dire, de l'engagement et des convictions que l'on porte. Néanmoins, qui le sait ? Et donc, c'est là qu'intervient quand même la question, le label ou la société à mission. Et nous, c'est pour ça qu'on a décidé à la fois de viser le statut de société à mission, mais aussi un label qui sera, a priori, pas B Corp, puisqu'il y en a d'autres. Et l'idée, c'est pas que ce qui nous motive, c'est pas d'avoir le label. Ce qui nous motive, c'est finalement de pouvoir, que ce soit en interne, en externe, en tant que marque employeur, ou en externe auprès de nos clients, d'apporter la preuve de la conviction que je porte, parce que c'est bien gentil, mais il faut quand même apporter des éléments concrets.
Et quand on commence à aller voir ce que ça représente, et je rejoins ce qui a été dit sur la stratégie, c'est-à-dire que nous, on n'a pas une stratégie RSE. La RSE, alors on a une stratégie RSE, mais la RSE, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie business et une contre-stratégie qui serait RSE. Non, il y a une seule stratégie d'entreprise qui intègre la RSE, les questions RSE. Et tout ça doit être parfaitement cohérent et on doit pouvoir être clair. Et c'est ça la difficulté, justement, parce qu'on parle et de business, parce que malgré tout, on a une vocation économique et RSE. Mais comment le tout semble clair pour l'interne, pour l'externe, que ce soit marque employeur ou client. Et donc, on a commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'on fait déjà? Parce que c'est bien de porter des convictions, mais ce qu'on fait... Et en fait, on fait plein de choses dans nos entreprises. Et justement, pour viser ces labels où il faut faire un état des lieux, et on s'aperçoit en faisant l'état des lieux qu'on fait beaucoup de choses. Alors nous, sur l'inclusion, c'est aussi ce que je disais, c'est que on a aussi besoin de collaborateurs, on a besoin de recruter, nous. Et donc, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que de ceux qui ont un très très long CV, qui entreraient dans les plus belles cases. On a besoin de tout le monde. Et donc, comment on fait? Donc nous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on en est à notre 3e promo, entre guillemets, de réfugiés, puisqu'on travaille en collaboration avec des associations et la région pour embaucher chaque année 10-12 personnes réfugiées et qui, du coup, si je prends la première promo, on va dire, qui nous suivent d'année en année. On essaye aussi d'adapter le plus possible, parce que c'est pas parfois très simple, selon les métiers, d'adapter des postes pour des handicapés. Alors ça, c'est possible dans certains postes de production, mais dans nos magasins, par exemple, c'est plus compliqué. Donc on regarde ce qu'on peut faire et parfois on peut pas faire. Et une piste qu'on explore aussi, c'est de proposer des stages découvertes pour des populations handicapées, pour des postes plutôt de bureau, pour montrer ce qu'on propose en fait. Parce que j'ai l'impression que parfois, nous, on ne sait pas qui est sur le marché, qui potentiellement aurait besoin de travailler. Mais eux ne savent pas ce qu'on propose. Et donc, il y a une sorte de no man's land entre les deux. Personne ne sait. On ne sait pas où aller, à quelle porte aller taper. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait nous relier les uns aux autres? Parce qu'on a besoin, voilà, on a besoin de tout le monde. Alors, on fait depuis longtemps aussi du recrutement sans CV, en collaboration avec Pôle emploi, ce qui nous permet, nous, sur certains postes, certains types de postes, d'avoir des gens de tout âge, de tout horizon, de toute origine, de toute formation. On parlait aussi parfois des gens qui ont des accidents de parcours, qui ont parfois des parcours même très riches. Et finalement, pourquoi ils se retrouvent là, au bout du rouleau, à 55 ans, mais ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir un rôle social, parce que le travail, c'est aussi un rôle social. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler pour le collectif, mais on a besoin de travailler pour soi aussi. Donc tout ça, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire. Sylvain Ferrière, Caroline parlait du recrutement sans CV. C'est quelque chose qui se développe, ça, ou pas? Tout à fait. Ça m'a fait sourire, parce que c'est vraiment la direction vers laquelle je pense qu'on peut tout aller. On veut tous aller. Une des choses que nous, on a fait chez GoJob, c'est qu'on travaille depuis 2 ans avec Polytechnique, avec la chaire Intelligence Artificielle de Polytechnique, pour développer un algorithme inclusif qui va dans le sens de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, pour proposer une mission, par exemple, à vous, au lieu de demander des facteurs discriminants comme l'âge, le sexe, on ne leur donne aucun de ces facteurs-là. Et du coup, l'algorithme est obligé de se baser sur les compétences des personnes. Donc, quelles sont les expériences qu'elles ont faites, quelles sont les compétences qu'elles ont établies. Nous, du coup, ça nous a forcé à faire passer des tests sur le savoir-être et sur le savoir-faire à tous nos travailleurs en amont pour donner, quelque part, à manger à l'algorithme pour qu'il puisse proposer des missions. Et donc, pour nous, c'est vraiment au cœur de cette égalité des chances, c'est-à-dire de regarder quelles sont les compétences des personnes et non pas qui sont ces personnes. Et donc, la suite logique de ça, et nous, on aimerait bien y arriver, même si, en toute honnêteté, beaucoup d'entreprises souhaitent encore recevoir un CV, c'est de leur dire, vous cherchez une personne qui a un bon savoir-être et qui sait faire ceci, cela, cela. Bah, écoutez, il a passé l'évaluation de savoir-être et il a eu 80%. Et il a passé ce test de savoir-faire, et il a 80%, donc prenez-le. Et en fait, vous ne demandez même plus le nom de la personne, vous la prenez parce que ça correspond. Et aujourd'hui, on arrive à le faire de plus en plus, et je pense que c'est la direction vers laquelle on va, particulièrement sur les métiers sur lesquels nous on est, c'est-à-dire des métiers à faible qualification, où vraiment vous cherchez ces 2 choses-là. Pierre-Olivier Vrial, comment est-ce que vous traduisez ça dans votre gestion de l'humain au quotidien chez Manutan? Sur la gestion de l'humain, alors, en fait, c'est la question de la mixité. C'est-à-dire que c'est la conviction profonde qu'une entreprise, pour qu'elle réussisse, doit avoir des personnes au profil et au parcours très différents. Et donc, c'est vraiment cette capacité qu'on a à regarder cette mixité. Alors, comment on fait? Nous, on se sert beaucoup aujourd'hui de l'enquête Great Place to Work
Ouais. Pas tant le label, on revient au label, on est certifié, on est content, mais en fait, il y a 75 questions, et ces questions-là, elles permettent de vérifier au quotidien si les personnes se sentent discriminées, enfin, elles permettent de piloter finalement les grandes intentions qu'on a. Et d'ailleurs, on voit que les sujets autour de la responsabilité sociale de l'entreprise sont extrêmement liés à la motivation du collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a une réelle... D'abord, il y a une envie, il y a une exigence aussi des jeunes générations et une fierté de voir que son entreprise réalise des choses pour l'ensemble de la communauté. Et c'est là qu'on rejoint aussi la performance économique. Et donc nous, c'est vraiment ce que disait Caroline. Il n'y a vraiment pas d'un côté un projet stratégie économique, d'un autre côté une stratégie RSE, etc. Il y a un projet Manutan. Dans ce projet Manutan, on a le développement des collaborateurs, l'intégration de collaborateurs externes, la mixité, le fait de pouvoir remettre des gens au travail, la façon dont on fait modifier notre modèle économique pour qu'il soit plus vertueux écologiquement, etc. Et donc aujourd'hui, comme la question après de la mesure, nous on a défini 6 indicateurs qui nous permettent de mesurer notre chiffre d'affaires, notre résultat, la satisfaction client, la satisfaction fournisseur, la satisfaction des employés et un autour du respect de l'environnement. Et en fait, on se dit la vraie performance, c'est si d'année en année, ces indicateurs-là progressent. Et on a des rémunérations à certains niveaux, on est rémunéré sur ces 6 indicateurs-là. Et donc, c'est comme ça qu'on mesure, en fait. C'est à la fois ces indicateurs qui alignent le management avec la stratégie, et puis après, c'est des enquêtes beaucoup plus précises sur le terrain pour vérifier que ce qu'on annonce, qu'on propose, est une réalité pour les collaborateurs au quotidien, est une réalité pour les personnes qu'on a intégrées, etc. Et c'est intéressant cette question de la mesure. Vous parliez tout à l'heure, Caroline, de l'état des lieux. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant vous avez fait, vous avez dressé votre état des lieux, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire pour voir à chaque fois votre progression ? Oui, c'est l'objectif, c'est de partir. Alors l'état des lieux, il n'est pas que sur le social, il est aussi notamment sur notre impact sur l'environnement. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est vraiment déterminant. Et effectivement, l'idée, c'est d'être dans une progression. Alors, on n'est pas parfait, donc c'est ça. Alors déjà, on a constaté que sur certains items, on était plutôt pas mal, et en fait, on le savait mieux que même... ce à quoi vous attendiez. Oui, on ne le savait même pas, donc c'est hyper Par exemple, positif. sur quoi ? Alors notamment sur nos achats. Ah oui ? Oui, parce que voilà, donc là je parle d'environnement, mais effectivement, 100% de nos emballages primaires sont européens et 96% sont français. Donc oui, pas mal, finalement, on était pas mal. Et quand on regarde les suremballages, c'est à 96% européens. Donc on va très peu loin chercher nos emballages. Donc on était plutôt contents. Et après, on se dit, mais alors c'est quoi la prochaine étape ? Si je prends cet exemple-là, est-ce qu'on peut atteindre 100% ? Si je prends l'inclusion, si je prends... Alors nous, sur les qualités hommes-femmes, on a un petit souci, c'est qu'on... Vous êtes à l'inverse. On est à l'inverse. Ouais. Donc, je ne suis pas surprise. Au comité de direction, on est 5 femmes sur 6, donc c'est vrai que... Voilà, mais justement, peut-être... Et j'ai le même problème ici, en fait, si vous voulez, on en parlera. Peut-être qu'on se fixe un objectif pour dire comment est-ce qu'on peut aller chercher des hommes. Et c'est intéressant de se mesurer et de se dire, mais quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre ? Sachant que parfois, on peut avoir l'ambition d'atteindre 100%. Si je prends par exemple la gestion des déchets, si je prends l'égalité par exemple, là-dessus, nous, on peut faire beaucoup de choses, ou la mixité. Après, il y a des sujets sur lesquels on va dire non, bon, c'est trop ambitieux, peut-être que 90, c'est bien. Et après, il faut se suivre, il faut fixer le bon indicateur. Qu'est-ce qu'on veut piloter et suivre et à quel rythme on va. Ce qui est important, je pense que c'est le progrès, l'amélioration continue. Dans l'industrie, en tout cas, c'est comme ça qu'on se mesure. Et c'est d'avancer et de pouvoir communiquer. Pierre-Olivier parlait de fierté, et aussi sur les jeunes générations. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens. Et nous, on a des très jeunes, ils nous challengent tous les jours. Et la question de la hiérarchie ou autre n'existe pas. C'est qu'est-ce que vous faites ? Et est-ce que je suis en adéquation avec le projet ? Et si je ne suis plus, éventuellement, je ne vais pas rester. Mais si j'y suis, je vais rester. Mais je vais quand même challenger. C'est-à-dire tous les jours pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Donc c'est quand même une exigence de tous les jours. Mais c'est génial parce que du coup, ça nous force à progresser. Et les nouvelles générations nous forcent à progresser dans notre manière de piloter, de manager, de recruter. Voilà, donc oui, on a une ambition de progresser, c'est clair, et de le piloter. Sylvain Ferrière, vous qui êtes justement en contact avec tous ces gens qui recherchent des emplois, ce sont des critères qui remontent jusqu'à vous. Ils vous disent à un moment, moi j'ai envie de travailler, mais surtout je voudrais travailler dans un endroit qui me convienne, avec lequel je sois aligné finalement. Vous parlez des employés ou vous parlez de ceux qui recherchent des emplois ?
D'accord. Parce que je pense qu'il y a 2 niveaux. Je pense qu'il y a les employés, puis il y a les personnes qu'on fait travailler. Et juste pour rebondir sur ce qui était dit avant, je pense qu'aujourd'hui, on a un alignement très très fort maintenant. Nous, d'une part, entre les investisseurs chez GoJob, parce qu'on a des investisseurs à impact, comme la Caisse des dépôts et des consignations et Alter Equity, qui nous demandent de suivre des indicateurs sociaux. Ensuite, le management, et ensuite les employés, et ensuite ceux qu'on fait travailler. On a vraiment des indicateurs à impact là-dessus. Et je vais juste rebondir sur les indicateurs avant de revenir à votre question, parce qu'on est vraiment très alignés avec Pierre-Olivier là-dessus. Nous, aujourd'hui, pour les investisseurs, pour le management et pour les employés, on a 3 indicateurs financiers classiques, qui sont le chiffre d'affaires, la marge et la satisfaction des intérimaires et des travailleurs. Et on a 3 indicateurs extra-financiers autour de l'impact social, qui sont combien de personnes qu'on fait travailler étaient moins de 26 ans et au chômage depuis plus de 6 mois. Et on a un indicateur qu'on essaye de faire augmenter là-dessus. Est-ce qu'on arrive à bien former 100% des intérimaires sur au moins une chose? Et dernier indicateur, est-ce qu'on arrive à certifier, donc sur la formation certifiante, un pourcentage des intérimaires? Et chaque année, on augmente là-dessus. Donc il y a véritablement un vrai alignement là-dessus. Et nous, ce qu'on note en tout cas par rapport à nos employés, c'est que les employés viennent chez GoJob parce qu'ils sont intéressés par ces valeurs. Et donc, il y a vraiment cet intérêt important des travailleurs pour venir nous rejoindre. C'est quoi l'objectif ultime pour Manutan sur ces questions-là? Parce que c'est difficile, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et qu'il faut toujours faire plus. Comment on arrive à se définir un objectif de 5 ans, 10 ans raisonnable? Alors, je ne sais pas. Donc déjà, c'est vrai qu'on ne se fixe pas un objectif ultime parce qu'on a quand même l'intime conviction que ce qu'il faudra faire dans 5 ans est assez différent. Donc, on se fixe... Alors, en réalité, oui, on s'est fixé des objectifs d'être au-dessus, par exemple, sur les collaborateurs, d'être au-dessus de 80% des collaborateurs qui disent que Manutan est une entreprise où il fait bon travailler, on se fixe des objectifs, etc. Bon, déjà, je ne sais pas dire quel est l'objectif ultime, parce que probablement, on est beaucoup plus sur l'amélioration continue, et c'est-à-dire est-ce qu'on fait des progrès, que de se donner un objectif ultime. Mais en fait, je pense que l'objectif ultime, c'est le jour où on ne parlera plus de la RSE de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que... Mais je ne dis pas ça parce que ça fait bien de le dire, mais je pense que c'est comme un individu. C'est-à-dire que si vous êtes différent au travail, à la maison, avec vos enfants, etc., à un moment donné, on est un peu dans une schizophrénie. Et je crois que plus on arrive aujourd'hui à rassembler tout ça, plus c'est pérenne, plus c'est ancré. L'entreprise, elle doit aussi... Elle connaît ses limites. Moi, je suis d'accord avec Caroline, elle a beaucoup de pouvoir. Après, elle connaît ses limites, c'est-à-dire qu'elle est dans un environnement concurrentiel. Donc, on doit prendre tout ça et on doit en faire qu'une chose. C'est un peu de l'alchimie, quoi. On doit en faire qu'une seule chose. Et ce en quoi je crois beaucoup, c'est que c'est aussi le style de management. C'est-à-dire que seule la collaboration peut permettre de trouver des solutions à des choses qui peuvent paraître contradictoires. C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, mais entre respecter l'environnement, générer du profit, intégrer des personnes, respecter la RGPD, enfin tout ça, qui est très compliqué. C'est vrai, hein, c'est des couches. Moi, je vois en 20 ans le nombre de couches. Il y a une solution. Il y a toujours un haut du triangle. Toujours. Ouais. Sauf que ce n'est pas un individu qui peut l'avoir. Et donc, à partir du moment où on est unis par des valeurs et qu'on est très différents dans les regards, moi, j'ai vu vraiment émerger parfois des solutions qui agrègent tout ça. On se dit, bon sang, c'est une super solution. Avec ça, on atteint tous nos objectifs, mais c'est très rare qu'on les seul, moi je trouve. Et donc la question de l'inclusion doit être vraiment liée pour moi à la question du leadership et de la façon dont on pilote nos organisations. Merci pour cette jolie conclusion. Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, Sylvain Ferrière, président du campus de l'inclusion et directeur général adjoint de GoJob, et Caroline Hillier-Lebranchu, présidente directrice générale de la Belle-Illoise. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.